Emma, oui, ça m'a marqué parce que ça a été, on va dire, la première fille avec qui j'ai eu une histoire dans la télé. D'accord? Maintenant, je vais être très transparent parce que ça me faisait du mal. J'ai quitté les écrans pendant un moment parce que ça me faisait énormément de mal, parce que je pense que la notoriété, je ne l'ai pas acceptée pendant un long moment. C'est comme si mon cerveau, il avait fait un blackout de tout ça. Donc c'est dur de t'en parler là. On avait un groupe des Marseillais et tout. Quand tu envoies un message dans le groupe des Marseillais et on ne te répond pas trop, tu vois, tu te sens un peu à l'écart, tout ça. C'est dur. Tu vois, c'est dur parce que tu te dis, putain. Ouais, bien sûr, c'est un traumatisme. Ah, clairement, c'était un traumatisme. Parce que tu sais, te faire insulter de plantes vertes à la télé, enfin, devant tout le monde, enfin, je veux dire, si c'était une fois, un jour, j'ai une photo, il y avait 20 000 personnes qui écrivaient ça. Plantes vertes, plantes vertes, plantes vertes. Je pense que c'est l'alcoolisme. Donc on peut appeler ça l'alcoolisme et peut-être que j'étais alcoolique inconsciemment. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Le Soleil, réalisé par Samuel Massilia. Donc c'est un court-métrage, bon, c'est un premier, second, non c'est pas second rôle, mais c'est un petit rôle. Je m'étais pris un coach sportif 10 séances parce que j'arrive pas à faire la muscu. Moi, je fais que le cardio pour sécher. Donc, je m'étais pris un coach sportif 10 séances et je me suis dit au moins une fois par semaine, il me fait faire les bons trucs. Donc, j'ai fait, tu sais, les développés terre là. J'ai appris ça. Développer terre? Non, mais les trucs. Ah, soulever terre, ok. Soulever terre. Là, tu sais, tu fais comme ça. Ça, c'était hyper dur d'avoir le dos droit, de descendre cambré comme ça. Bon, d'habitude, je sais faire. Ouais. Mais... Ça, c'était l'exercice préféré, bizarrement. Ouais, mais c'est dur. Et remonter comme ça et tout. Et franchement, d'avoir un coach, ça m'aidait. Parce que seule la muscu, j'y arrive pas. Ah ben oui. Non, mais c'est la motivation dans tous les cas. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour ça. Oui. Et ouais. Exactement. Mais toi, c'est ton métier. Oui, c'est mon métier. Mais du coup, moi aussi, j'ai besoin de motivation. Tu vois? Quand je m'entraîne, j'ai besoin aussi d'avoir au moins un pote avec moi. Ah, t'as besoin d'avoir quelqu'un qui te pousse. Qui me pousse, qui me motive, quoi, tu vois. En fait, moi, j'ai trop cet esprit de compétition dans ma tête, tu vois. Donc, en fait, il faut que j'ai quelqu'un aussi avec moi qui soit aussi déter que moi pour qu'on arrive à des objectifs. Exactement. Et moi, j'ai toujours tendance, quand il me rajoutait, tu sais, parce que tu le fais pas par toi-même, de rajouter tu restes dans ton confort. Exactement. Voilà. Lui, il me rajoutait, je peux pas. Il m'engueulait, je ne veux pas entendre je peux pas. Le mindset, il est important. Mais c'est vrai. Et bien sûr. Mais ça commence de là. Hein. Ça commence de là. Nico Ferrero, ça me fait plaisir de te recevoir après toutes ces années. Eh ben moi aussi, mon Bah Sam. oui. Voilà. Nico, on t'avait tous connus dans Les Princes de l'amour saison 7. T'avais enchaîné à l'époque avec Les Marseillais aux Caraïbes. Puis La Villa des Cœurs Brisés saison 7, t'avais pour problématique Je fuis l'amour. C'était une saison qui était compliquée. Hein. Dans la villa? Ah ouais. Ouais, c'était comme... Bah, en fait, je pense que moi, j'étais en période de transition déjà. Ouais. Donc du coup, je fuyais encore l'amour. Tu vois, donc même là-bas, j'avais du mal à me mettre dedans, à me mettre avec une fille. J'étais vraiment moi-même dans une période de recherche envers moi-même. Oui. Et donc, du coup, il n'y avait que la place pour ça, oui, que la place pour ce développement personnel. Il y avait ton ex qui t'en faisait voir de toutes les couleurs aussi. Ah ouais, je te jure. Ça, franchement, ça n'avait pas manqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Mais on va peut-être en parler dans quelques instants. Qui sait, parce que si ta problématique en saison 7 de La Villa, c'était je fuis l'amour, en tout cas, ces dernières années, tu as fui les écrans de télé-réalité et tu vas nous expliquer pourquoi. Mais l'amour, tu l'as trouvé. Oui. Ouais. Et on va en parler aussi dans quelques instants. Alors, tu as fui les écrans de télé-réalité, mais tu as fait l'amour, pour le coup, avec ceux du cinéma. Oui, aussi. Tu deviens acteur, j'ai vu? Ouais. Alors, en fait, un jour, j'ai rencontré une personne dans une salle où je m'entraînais. Et cette personne, en fait, je la voyais tout le temps. Et je me disais, mais pourquoi elle est là? Parce que c'est la seule personne qui réservait cet espace-là. Donc, dans cet espace, tu peux rentrer pour une seule personne dans cet espace-là pour faire la muscu. Et il parlait pas, il était très discret et tout ça. Et un jour, je dis, vas-y, il faut que je lui demande qui c'est. Ce mec, je vois que ce mec. Et en plus, il me rend fou parce qu'il me prend mes créneaux. Et donc, un jour, je parle avec lui et il me dit, bah, moi, je suis réalisateur, acteur et j'ai une école d'acting. Et je dis, ah ouais, ben, j'aimerais bien essayer. Et il me dit, bah, écoute, viens à la fin du mois ou quoi. Je dis, non, je viens demain. Et je suis rentré dans cet endroit et j'ai dit, mais c'est ma place. En fait, c'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là et ça m'a beaucoup changé.
Alors, tu deviens acteur. Raconte-moi un petit peu le pitch du film dans lequel tu as tourné. Voilà, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Le Soleil, réalisé par Samuel Massilia. Donc c'est un court-métrage, bon, c'est un premier second, non c'est pas second rôle, mais c'est un petit rôle de conseiller de mission locale. Et en fait, en gros, c'est l'histoire d'un jeune qui est complètement fou et qui se retrouve dans un EHPAD, à travailler dans un EHPAD. Et il a pas les codes de l'EHPAD, il n'a pas les codes de cette société, tout ça. Donc c'est assez drôle, c'est un peu décalé, avec que des personnes âgées autour. Et il rentre dans cet EHPAD et il fout le bordel, tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment très, très cool. Il y a un beau message derrière. Donc c'est un très, très beau court-métrage. Tu te souviens de ton dialogue? Oh. Tu dis quoi dedans? Oui, c'était en fait au début. Enfin, moi, je suis le conseiller de la mission locale et j'accueille ce jeune. Ce jeune, je le connais depuis un moment. Donc il vient. Et moi, là, en fait, je lui dis, écoute, j'ai un travail pour toi. Parce que, tu sais, à la mission locale, les jeunes cherchent des emplois. Et moi, j'accueille ce jeune et tout. J'ai dit, ben, j'ai un travail pour toi dans un EHPAD. Et lui, il pète un plomb. Il dit, oh, je ne veux pas laver des culs et tout. Tu sais, c'est le langage très jeune, très, tu sais, fougueux, tout ça. Et après, le court-métrage commence comme ça. Et c'est très, très beau à voir. Ça fait un moment, je le disais, que tu n'as pas fait de télé-réalité. Toi, à côté de la télévision, Nicolas, tu as toujours eu une activité. Tu as toujours développé une activité à côté de la télé, contrairement à de nombreux autres candidats qui, eux, ne se concentraient uniquement sur les tournages et voulaient les enchaîner. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'anciens candidats de télé-réalité qui développent des véritables projets. À quel moment, toi, tu avais compris, tu avais réalisé que c'était important d'avoir un vrai projet? Ah, moi, je l'ai compris de suite. Honnêtement, je l'ai compris de suite parce que, tu sais, moi, je viens d'un milieu déjà de base, quand je travaillais la nuit, où c'était les paillettes tout le temps. Mais je sais que quand il y a les paillettes, quand tu arrives au sommet, après, tu as vite une grosse descente. Les paillettes se transforment en poussière. Et c'est très beau. Je ne sais pas si tu viens de la créer, cette phrase, mais elle est très, très belle. Je viens de l'inventer, oui. Et donc, je me suis toujours dit, il me faut quelque chose à côté. Quitte à ne pas m'impliquer à 200% dans la télé ou dans ce métier-là, je préfère avoir quand même une sécurité à côté. Passer un diplôme, avoir quelque chose qui soit solide pour que demain, ça s'arrête, je puisse faire quelque chose à côté et quelque chose de concret, quoi. Parce que pourquoi tu as concrètement quitté les tournages de télé-réalité, Nico Honnêtement, parce que ça me faisait du mal. J'ai quitté les écrans pendant un moment parce que ça me faisait énormément de mal, parce que je pense que la notoriété, je ne l'ai pas acceptée pendant un long moment. Ça m'a fait beaucoup de mal. D'ailleurs, j'ai écrit un court-métrage sur ça, sur les effets, sur la psychologie de la notoriété. Et je te le fais rapide et après je reviens. Avec plaisir. Je fais une petite parenthèse. En gros, c'est un jeune qui fait tout pour être connu. Et le jour où il est connu, c'est la descente aux enfers. Mais ça va être amené de tel que, autant des côtés des haters que du côté des gens célèbres, on se comprend et on rejoint ces deux mondes-là pour que les deux comprennent. Parce que moi, je comprends aussi parfois les haters et je sais qu'il y a des haters qui nous comprennent aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un monde où je vais essayer de réunir toutes ces énergies-là. Oui, en fait, c'est une question de perception. Exactement. Et qu'est-ce que tu comprends chez les haters? Je comprends parce que, tu sais, c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. Tu sais, parfois, on a envie d'évoluer. Moi, le premier, j'ai envie d'évoluer dans ce que je fais, dans mon métier, tout ça. On a envie d'être vu. Ça, c'est la base de l'humain, parce qu'on a envie d'exister, on a envie de marquer notre empreinte sur Terre, tu vois. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient frustrés de ne pas avancer au rythme qu'ils veulent, tu vois. Donc de développer une sorte de quoi? De complexe, d'infériorité, de jalousie? Je pense que c'est tout ça. Mais ça ne vient pas de eux, ça vient de l'environnement qu'ils ont, tu vois. Ça vient de l'entourage. Tu sais, si tu restes avec des gens où ils font que critiquer une personne, cette personne, bizarrement, inconsciemment, tu vas te mettre à ne pas l'aimer. Parce que tout le monde l'a critiqué et tout le monde lui a dit, tout le monde t'a dit, oh, regarde ce qu'elle a fait. Et ils vont te montrer tous les détails. Tu as vu la dernière fois ce qu'elle a fait, tu as vu comment elle a parlé de toi, la dernière fois elle a dit ça sur toi. Tac. Et toi, dans ta tête, même si tu n'es pas influençable, à un moment donné,
tu vas prendre tes distances. Et les candidats télé-réalité, c'est un petit peu quelque part ce que vous étiez. Vous étiez une sorte de défouloir pour les utilisateurs des réseaux sociaux, comme si c'était légitime et acceptable qu'on puisse se défouler sur un candidat télé-réalité parce que, de toute façon, il ne mérite pas sa célébrité. Et tu sais, c'est dur du coup d'être connu sans talent réel, on va dire. Oui. C'est plutôt être connu pour une personnalité, pas pour un talent. Tu sais, un chanteur qui va être connu et qui va exploser dans sa musique, il sait pourquoi il est connu, tu vois. Et donc, du coup, quand tu es candidat de télé-réalité, tu as un peu le syndrome de l'imposteur quand tu arrives dedans. Parce que tu te dis, mais putain, je me retrouve là, mais... Après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Moi, je suis plus sensible que d'autres, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça m'a impacté beaucoup plus. Tu disais, c'est fort quand même la phrase que tu as utilisée. Tu as dit, parce que j'en ai souffert, ça m'a fait du mal. C'est ce que tu as dit, ça m'a fait du mal. Ouais. Les tournages me faisaient du mal. Ouais. C'est quoi qui te faisait du mal dans les tournages? En fait, ce qui me faisait du mal, c'est que, tu sais, quand tu arrives et que... En fait, c'est la réalité. Il faut comprendre que c'est pas scénarisé. C'est que c'est du réel. Et des fois, ben, tu arrives, tu te sens mal à l'aise. Et d'un coup, tu as tout le monde contre toi. D'un coup, il y a tout qui va changer. En fait, c'est une énergie. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est... à part dans la villa, et dans les Marseillais, je pense que c'était ma pire expérience, mais dans la villa, je me sentais mieux. Mais même, je sais pas, après, j'étais pas prêt, je pense, pour cette notoriété-là. Aujourd'hui, je vis mais en paix avec ça. Mais à l'époque, j'étais pas prêt. Voilà, pourquoi les Marseillais, c'était ta pire expérience? Franchement, c'était ma pire expérience parce que je sentais du coup cette énergie, ce truc. Tu sais, tu arrives dans une famille. Hein, c'est comme si tu arrives dans une famille, mais que tu parles pas la langue, tu vois. Et du coup, il faut que tu t'adaptes. Donc, il y a des problèmes par-ci, par-là. L'autre, il arrive, tu arrives, il y a tout le monde qui crie, tu sais pas pourquoi. Et toi, tu te retrouves là et tu te dis, mais comment moi, je vais m'intégrer là-dedans? Tu vois, c'est chaud. En fait, c'est un peu une métaphore de la raison de notre existence sur cette terre. C'est ça. Si on pousse le truc et qu'on essaie de faire de la métaphysique avec la télé-réalité. Ouais. C'est dur d'exister, d'avoir une existence en télévision quand on arrive dans un programme, tu le dis toi-même, et qu'on ne parle pas la langue. Peut-être même que c'est pour ça que cette émission, elle a implosé, parce qu'il y a eu peut-être de l'autodestruction. Oui, mais certainement. C'est sûr et certain. Parce que bah, tu le vois. Tu sais, quand... Je te donne un exemple de Greg et Maëva qui se disputent, mais dans la vraie vie, c'était pareil. Ils se déchiraient autant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des disputes. Ce que tu vois à la télé, c'est la réalité. Donc, c'est pas... Ils font un jeu et après, ils disent, bon, bien, on a bien joué, bravo. Allez, c'est bon, maintenant, on peut faire la paix et on fait comme si tout allait bien. Non, c'est pas comme ça. C'est qu'après, ça va plus loin. Tu vois, l'histoire de Carla avec la sorcière, tout ça, ça allait très loin. C'est des trucs qui, psychologiquement, mais ça te détruit. T'imagines? Enfin, je veux dire, après, chacun a sa famille, a ses valeurs, a son estime de soi, tout ça. Mais t'imagines comme ça peut te détruire intérieurement? C'est-à-dire que là, tu prends l'exemple de Carla et la sorcellerie, c'était pas de la fiction. Non, tout était vrai, du coup. Tout était vrai, puisque c'est parti sur TPMP, c'est parti sur plein d'autres chaînes, tout ça, et ça a pris une ampleur énorme. T'imagines qu'il y avait le président de la République qui parlait à ce moment-là, il y avait tout le monde qui regardait Carla parler. Ça arrive à un point où tu te dis, c'est devenu trop. Tu vois, et je pense que c'est à ce moment-là où la télé-réalité est un peu descendue. Et toi, donc tu parlais de la difficulté de ton mal-être en tournage, est-ce que tu avais aussi une forme de mal-être pendant les diffusions? Comment tu vivais les diffusions? Ouais, en fait, c'est bizarre, parce que c'est comme si mon cerveau, il avait fait un blackout de tout ça. Donc c'est dur de t'en parler, là, mais je sais que pendant la diffusion, par exemple, des Marseillais, j'étais très, très mal. On était à Londres, chez Kevin Gage, et à chaque épisode, j'étais mal à l'aise. Tu sais, quand tu envoies un message, on avait un groupe des Marseillais et tout, quand tu envoies un message dans le groupe des Marseillais, et on ne te répond pas trop, tu vois, tu te sens un peu à l'écart, tout ça. C'est dur, tu vois, c'est dur parce que tu te dis, putain,
t'as envie de réussir. Quand tu fais un truc, t'as envie de réussir. Moi Ouais. qui suis compétiteur, je fais un truc, je veux le faire bien et jusqu'au bout. T'as l'âme du sportif. Exactement. Et tu vois, c'est comme si tu débutes un truc et qu'on te dit, bon, mon pote, il va falloir faire tes armes, tu vois, avant d'arriver là. Pourtant, tu étais adoubé par Benji, Samat, ton Oui. meilleur ami d'enfance. Tu avais quand même, et je pense que tu en as conscience, tu avais cet avantage-là. Oui, mais il faut savoir aussi que Benji, quand il arrive dans cette émission-là, il se passe ce qui se passe avec Alix, et c'est au tout début. C'est Donc les moi, Marseillais aux Caraïbes, donc la saison explosive. Hein. Voilà, ouais, c'est la saison explosive. Et donc, imagine. Donc, moi, j'arrive, mon meilleur ami, il fait ça, et il y a son ex, du coup, que je connais, qui arrive. Moi, je dois être avec mon ami, parce que c'est mon ami, c'est mon frère, je le défendrai bec et ongle. Et il y a son ex, du coup, qui arrive, que je considère aussi, à cette époque-là. C'est dur, tu vois, ma place, elle est dure. Et en même temps, il faut que je pense à faire des histoires. C'était très délicat. Ah oui, j'imagine. Ouais. Mais avec le temps, tu vois, je me dis heureusement que j'ai vécu ça. Pourquoi? Parce que ça m'a rendu vraiment très très fort. Et ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de travailler sur moi parce que je ne me connaissais pas avant. Tu vois, j'étais un petit con. Et le fait de connaître ça, ça m'a remis sur le droit chemin et ça m'a permis de créer quelque chose de solide pour moi-même et d'investir sur moi-même. Et ton avenir. Et ce qui est surprenant, c'est que tu as utilisé le terme de blackout. Ouais. J'ai eu un blackout de toute cette période des tournages de télé-réalité, des diffusions de télé-réalité que tu as mal vécu. Et le terme blackout, il est souvent utilisé quand il y a eu un traumatisme. Ouais, bien sûr, c'était un traumatisme. Ah, clairement, c'était un traumatisme. Parce que tu sais, te faire insulter de plantes vertes à la télé, devant tout le monde, je veux dire, si c'était une fois, un jour, j'ai une photo, il y avait 20 000 personnes qui écrivaient ça. Plante d'air, plante d'air, plante d'air. Et moi, je faisais le mec, tu sais, j'avais mon ego, je faisais le mec, ça m'atteint pas, mais ça me détruisait à l'intérieur. Et j'arrivais plus à me regarder devant un miroir. J'arrivais plus. J'avais perdu toute estime de moi. Attends, t'arrivais plus à te regarder devant un miroir à cause justement de ces insultes qui étaient c'est ça. dirigées vers toi, de Parce plantes qu'en vertes. fait, moi, je me rappelais de comment je me sentais à l'intérieur de ce tournage-là. Et en fait, je comprenais que les gens soient déçus. Parce qu'avant, il y avait Les Princes de l'amour. Les Princes de l'amour, j'ai fait beaucoup d'histoires, tout ça. Et je comprenais que les gens soient déçus, mais en fait, de recevoir une telle vague de haine pour rien, hein, parce que j'avais rien fait dans les Marseillais au final, je trouvais ça injuste, tu vois. Bah, c'est méchant. C'est méchant, exactement. Franchement, c'est méchant, faut dire le mot. Voilà. Et donc du coup, ça m'avait beaucoup affecté, ouais. Et j'ai eu une période où je me reconnaissais plus. Franchement, je me reconnaissais plus. C'est-à-dire, tu te dévalorisais toi-même. Ouais. Tu pensais que tu étais moins bien, moins bon. Je sais pas, j'avais plus envie de rien faire, j'avais plus envie de travailler, je savais pas où j'allais, tu vois. C'était super bizarre. Comment tu as vécu, Nico, le jugement physique aussi? Parce que tu le sais, tu es un beau garçon, tu as toujours été considéré comme un beau garçon aux yeux du public, mais tu as quand même été beaucoup attaqué sur le « Ah bah, il est beau mais il sert à rien ». Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, d'un côté, tu as un compliment, de l'autre, on te dévalorise. Exactement. Comment tu le vivais, ça? Ça, par contre, ça ne m'atteint pas sur le physique, tout ça, parce que chacun est comme il est. Donc ça, non. Après, je ne sers à rien pour certaines personnes, mais pour mon entourage, ma famille, les gens que j'aime, ils savent qui je suis. Ils savent la personne que je suis. Et ça ne m'atteignait pas plus que ça. Mais ça a été juste cette vague inattendue de rage qu'il y a eu envers moi qui m'a surpris, en fait, tu vois. Ça m'a surpris. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça, tu vois? Et d'un autre côté, je l'ai compris. C'était bizarre parce que je l'ai compris. C'est comme si dans une série, tu as un mec, tu le détestes parce qu'il a tué l'actrice principale et que l'actrice principale, tu étais fou d'elle parce qu'elle joue trop bien, c'est la plus belle, c'est ci, c'est ça. Eh ben, c'était exactement comme ça. Et donc voilà, je pense que c'était la surprise. On papote aujourd'hui avec du recul, c'est des années après toutes ces expériences que tu as traversées. Comment tu penses que ça va évoluer? Comment vont évoluer le mindset, l'état d'esprit, les candidats de télé-réalité qu'on a pu voir ou qu'on voit? À quoi ça va ressembler tout ça dans 10 ans?
15 ans Honnêtement. à quoi ça va ressembler, les influenceurs, les candidats télé-réalité, quand ils auront 50 ans? Ouais. D'après toi, Je comment sais ça pas. va évoluer? Honnêtement, c'est une très bonne question que je n'ai absolument pas pensée. Mais oui, je pense que si... tu parles des candidats de télé-réalité qui sont actuellement en train de tourner tout ça ou, Ouais, ou même les Marseillais qu'est-ce qu'ils d'avant et diront tout. d'après toi quand ils auront 50 ans? Avec quel regard ils verront toutes ces expériences à l'âge de 50 ans? Bah, franchement, moi en tout cas, j'ai une devise que je garde en moi et que je me dis le jour où je meurs, je vais regarder derrière moi et je me dis quelle vie de fou j'ai eu. Je pense qu'ils auront la même réflexion que ça. Donc ils se diront quelle vie de fou j'ai eu. Et tu sais, après, avec l'âge, quand tu as 50 ans, tu t'en fous de tout, tu n'as plus d'ego. T'as plus tout ce truc de le regard des autres, le ci, le ça. Moi, je l'ai plus maintenant parce que j'ai réussi à évoluer et à travailler sur moi. Mais tu sais, à 50 ans, par contre, ça a disparu tout ça. Et tu vois, les darons, ils sont là, ils sont pleins de. Oh, ouais, ils s'en foutent. Ah, si, ça arrête. Ils s'en foutent de leur corps. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, je pense que ils se diront quelle vie de fou j'ai eu. Tiens, en parlant de corps, on va regarder le tien en photo. Quelle évolution physique! Nico Ferrero. Ouais, t'avais une bonne base. Hein. Non, alors t'avais grossi à gauche. Mais non, mais tu sais pourquoi? Parce que je me prenais jamais en photo, j'étais gras. En fait, cette photo à gauche, avec je l'ai toujours ce caleçon d'ailleurs. Oui, c'est ton préféré, t'as Ouais, dit. c'est mon préféré. Alors, le corps que j'avais à gauche, c'était à Londres. Je mangeais pizza sur pizza, je buvais beaucoup d'alcool. Bon, t'étais bien quand même. Hein. Ouais, mais encore, j'avais commencé une petite sèche, tu vois. Donc, c'était un peu triche. Par contre, à Dubaï, j'étais vraiment très gras. Et là, après, à droite, ben, je pense que, voilà, quand on parle de psychologie, je pense que tu vois aussi un garçon perdu un petit peu à gauche aussi, qui ne sait plus trop regarder. Et tu vois le regard à droite, même si c'est pas fait exprès, tu vois que le regard à droite, il est beaucoup plus déterminé parce que je sais où je vais, tu vois. Moi, je vois beaucoup ça. Et donc, du coup, ça se ressent sur le corps aussi. Mais le corps permet de savoir où on va, le fait de se sentir bien dans son corps? Ben, Ça change quelque chose? ben forcément, si tu es bien physiquement, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas avoir beaucoup plus d'aplomb. Tu vas avoir une attitude qui va être différente. Tu vas parler de choses différentes. Tu vas manger différemment. Et la nourriture, c'est extrêmement important dans la psychologie de l'homme comme de la femme. Mais c'est ultra important parce que quelqu'un qui va manger des fast-food, des pizzas tout le temps, ou boire beaucoup d'alcool régulièrement, tout ça, va être beaucoup plus aigri ou va se mettre une carapace pour cacher ses failles, tu vois. Et toi, tu disais justement en légende, à gauche, j'étais plein d'alcool, à droite, je suis plein d'amour. Ouais. Est-ce que tu buvais pas mal d'alcool à cette période-là, justement, parce que tu étais un peu perdu, comme tu le dis, parce que tu n'étais pas bien? Tu cherchais à masquer quelque chose? Tu cherchais à t'évader de quelque chose? Carrément, carrément. Tu sais, moi je travaillais la nuit, donc tu sais, tu côtoies beaucoup de gens riches, très riches, qui dépensent des 10 000 euros, des 20 000 euros, des 100 000 euros des fois. J'ai eu des 500 000 euros. C'est des sommes astronomiques. En une soirée? En une soirée, ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour dépenser 500 000 balles en une Ouais, soirée? c'est juste faire la fête. Ah bah, et donc, Ouais, je sais. Mais en France, c'est pas trop répandu, tu vois. Mais à Dubaï et à Monaco, par exemple, c'est beaucoup de celui qui a la plus grosse. Donc, ouais, du coup, il y en a un qui va mettre ça, ok, pas de problème. L'autre, il va mettre ça. Mais ils s'en foutent. Tu Ils parles ont des bouteilles, milliards. hein. Oui, des bouteilles. Ils s'en foutent, ils ont des milliards sur le compte. Donc, qu'ils mettent 500 000 euros ou 10 000 euros, c'est exactement la même chose pour eux, tu vois. Donc c'est juste ça. Donc, pour en revenir à la base, du coup, ben, inconsciemment, je te parlais de la jalousie ou de l'envie ou quoi que ce soit. Je disais pas que j'étais jaloux, mais tu sais, tu as envie d'une vie comme ça. Ouais. Tu as envie d'une vie de démesurée, tu as envie d'une vie où tu vas... À cette époque-là, j'avais envie de ça en tout cas, faire la fête, tout ça, parce que j'adorais ça. Et donc, du coup, ben, je buvais comme eux, tu vois. Mais Et tu donc, buvais tous les jours? Ah, quand même, hein, je buvais quand même un jour sur deux, un jour sur trois. C'est de l'alcoolisme de boire un jour sur deux, un Oui, jour je sur pense. trois? Ouais. Ouais. Je pense que c'est l'alcoolisme. Ouais. Donc, on peut appeler ça de l'alcoolisme et peut-être que j'étais alcoolique inconsciemment. Par contre, quand j'ai arrêté du jour au lendemain.
Ça a été radical. Et pendant combien de temps t'as beaucoup bu d'alcool? J'ai fait pied au plancher pendant 10 ans quand même. 10 ans. Ouais, 10 ans. Mais est-ce qu'on se rend Non, compte 8 ans, 8 ans. Est-ce pardon. qu'on se rend compte, Nico, qu'on est alcoolique? Parce qu'il faut dire les mots. Hein. Ouais, bien Quand sûr. tu vas sur les applications et qu'on te demande tu bois combien de verres, machin, nan, nan, Bien ils te sûr. disent si c'est de temps en temps, si c'est considéré comme de l'alcoolisme ou pas. Est-ce qu'on se rend compte quand on est alcoolique? Ben non. Alors, peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, tu te dis que bon, quand je bois le matin, il y a un petit problème. Tu vois, tu te fais un petit ricard avec des glaçons le matin, tu te dis bon, là, il va falloir revoir les doses. Mais non, un alcoolique, c'est comme une personne accro à quelque chose. Alors, elle en a conscience. Elle sait qu'elle ne peut pas vivre sans. Mais, d'un autre côté, elle est un peu dans le déni. Et toi, Tu tu vois. pensais que tu pouvais pas faire la fête sans alcool? Ouais, moi, je pouvais pas faire la fête sans alcool parce que j'étais trop timide. Tu vois. Et en fait, quand je buvais, ça me permettait de sortir quelque chose de moi, tu vois. Ça te désinhibait. Ouais, ça me désinhibait. Voilà. Et j'étais plus moi, mais j'étais ultra joyeux, tout ça. Parce que j'ai pas l'alcool mauvais. Mais ça me permettait d'être joyeux avec tout le monde, d'être beaucoup plus ouvert. Et c'est vrai que quand je buvais pas, putain, j'étais chiant, quoi. Et t'as arrêté du jour au lendemain l'alcool? Ouais, du jour au lendemain. C'était quoi le déclic? Ah, je me suis vu un jour, je me suis vu comme ça. Non, mais non, le déclic, c'est Dieu qui me l'envoie. Les princes de l'amour. Voilà. C'est même pas été un déclic de moi de dire vas-y, j'arrête. Non. C'est là-haut, tu vois, quand je te dis, au final, c'est bien tout ce qui m'est arrivé. Parce que quand je vais faire les princes de l'amour, on m'appelle, je travaille encore à Londres. On me dit voilà, tu fais ça. Et moi, dans ma tête, je savais que j'allais changer de vie. Parce que ben, c'était à l'époque des Princes de l'amour, la télé-réalité, c'était encore en pleine explosion. Nouveau candidat qui arrive en tant que prince. Donc tous les regards sont braqués sur toi. Et j'ai dit, il faut que je sois bien. Mais pour être bien, il faut stopper l'alcool, il faut stopper les pizzas, il faut stopper les fast-food. Et en fait, inconsciemment, je me suis senti tellement bien dans cette nouvelle vie que je ne l'ai plus quitté. Et depuis, tu bois de temps en temps de l'alcool ou t'as complètement arrêté? Non, ça m'arrive. Non, franchement, ça m'arrive. Avec ma chérie, de temps en temps, on va se boire un petit verre aussi, tu vois, un petit apéro et tout. Mais par contre, c'est très rare. Je me mets plus de caisses comme je me mettais des caisses avant. Mais ouais, ça devient un kiff de temps en temps. Tu l'as rencontré comment, Mégane? Putain, Meg, je l'ai rencontrée. En fait, c'est elle qui m'envoie un DM. Et je lui réponds. Mais alors que les DM, en plus, je réponds très rarement, tu vois. Et je sais pas pourquoi je lui réponds. Ah oui, parce qu'elle m'envoie elle commente une story avec mon pote. Et ça, du coup, ça me touche, tu vois. Elle touche mon pote, moi, parce qu'on joue au tennis. Et du coup, je lui réponds tout ça. Et on échange. Et un jour, elle me dit, ben, je vais venir faire un cours de sport avec toi. Je dis OK. Et là, quand elle arrive, en fait, c'est son énergie. Quand elle arrive, j'ai dit waouh. Tu vois, c'est quand il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce et que tu te dis qu'est-ce qui se passe. Je donnais le cours, je regardais plus personne, j'avais 15 personnes, je regardais que elle, tu vois, mais ça faisait chauffer parce que je faisais que la regarder. Et donc du coup, après on a parlé, on a discuté, j'y ai montré un petit peu ce que je faisais et voilà, et petit à petit, de fil en aiguille, voilà. Parce que de base, vous avez le sport en commun, les profs de Ouais. pilates. Ouais, elle est prof de pilates, donc elle fait un petit peu le même métier que moi. Ouais. Et donc on est sportifs tous les deux, on est un peu dans l'extrême tous les deux, on aime bien les choses un petit peu folles, donc on s'est bien trouvé franchement. Elle faisait déjà les réseaux sociaux avant toi ou c'est toi qui l'as mis aux stories? Vous faites ce que j'appelle les vidéos de couple. Ouais, non, c'est moi, enfin, je l'ai mise, par contre, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça te va si je te mets sur les réseaux, tout ça? Elle m'a dit, oui, moi je m'en fous. Mais moi, c'est ça que j'aime, tu vois, on s'en fout. En fait, je veux plus qu'on se prenne au sérieux. Et elle ne se prend pas au sérieux. Donc, au final, ça marche. C'est top, on se régale. Qu'est-ce qui marche, justement? Quels sont vos points forts dans votre couple? Ben, franchement, dans notre couple, c'est la communication, déjà. Moi qui communiquais pas avant, ben, justement, je sais pas, j'avais des craintes, je parlais pas. Elle me dit les choses. Tu vois, c'est une personne qui vient et me dit, Nico, écoute, aujourd'hui, tu as merdé, t'as merdé. Ok, j'ai merdé. Je vais marronner de temps en temps 5 minutes, et après, je vais dire, ok, t'as raison, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Moi, j'y vais, je lui dis, t'as merdé. Ok, tac, et on va communiquer. Et je pense que c'est la base.
C'est la base de tout. Et ça permet à chaque fois de faire des mises à jour et repartir. Je te parlais tout à l'heure de ta venue en télé-réalité, que tu avais pu accéder à la télé-réalité grâce à Benji aussi, qui est ton ami d'enfance. J'aimerais bien lever le voile sur quelque chose qui est toujours resté très mystérieux. Ah. Nico, si tu l'acceptes. Vas-y, on voilà. accepte tout, on s'en fout. Je me souviens d'une déclaration de Benji qui disait Flo et moi, on a eu des différends avec Nicolas. Ouais. Tu t'en souviens de celle-là? Ouais. On lui a tendu la main sur certaines choses, mais il a fait preuve d'ingratitude. Ce n'est pas passé pour nous. Arrivés dans la villa, ils étaient en froid, comme moi avec Nico d'ailleurs. Ils ont réglé leur compte, mais c'est une histoire compliquée, qui est professionnelle, c'est profond. Avec Nico, on se connaît depuis qu'on a 14 ans et c'est la seule dispute qu'on ait eue jusqu'à présent. Ça a été une grosse cassure. Vous n'avez jamais véritablement expliqué ce qui s'était passé. Vous avez toujours été un peu flou. Non, mais tu sais, Sam, alors tu veux lever le voile, mais je vais te contrer parce qu'en fait, on a déjà parlé de ça. Et je pense que ça, c'est mon histoire ancienne avec Benji, Flo. On a eu ces différends-là. On a décidé d'enterrer cette hache de guerre, de ne plus en parler. En fait, c'était juste une histoire de coaching parce qu'eux, ils avaient une application et que moi, je faisais du coaching aussi. Donc, du coup, c'était un malentendu, tout simplement. Et maintenant, on a enterré la hache de guerre. On avance et on a grandi maintenant. Tu vois, ça fait longtemps. Ça fait 2-3 ans. Donc voilà, maintenant, on est comme avant et c'est... Ok. Ça fait Mais est-ce plaisir. que tu avais douté, Nico, être invité au mariage de Benji et Madi? Non. Parce que tu avais dit, je pense que je serai invité au mariage et je pense en être sûr. Oui. Non, je savais. Tu sais, avec Benji, dans tous les cas, il y avait un beau truc la dernière fois que j'ai vu sur Instagram, sur l'amitié. C'est l'amitié, tu peux partir à l'étranger, tu peux ne plus t'appeler, tu peux ne plus venir à des événements parce que tu es loin, tu peux donner des nouvelles de temps en temps ou quoi, mais quand tu arrives à table, il y a toujours le même amour. Et donc, du coup, c'est exactement ça. Tu vois, avec Benji, parce que il a fait sa vie aussi à Dubaï. Moi, j'étais à Dubaï aussi, donc on était loin, mais on est toujours restés des frères. Et ça se ressent, tu vois. C'est des choses qui s'expliquent pas. Voilà. T'étais témoin au mariage de Benji et Madi? Alors, non, j'étais pas témoin, mais oui, non, j'étais témoin. Oui, t'étais Attends. témoin. Oh. Pour moi, t'étais témoin. Non, j'étais pas témoin. C'était Flo qui était témoin, Nico aussi, mais par contre, on était devant, tout ça. C'est mon frère, ça reste mon frère. Comment ça s'est passé, ce mariage? C'était à la rentrée dernière. Ah, mais c'est trop bien. C'était un mariage de fou. C'était trop beau déjà. Et puis ils sont magnifiques tous les deux. Sur Photoshop, tu peux pas faire mieux. En fait, c'est Photoshop en vrai, c'est les deux. Ils sont tellement beaux. Et même le minot, j'adore. Le petit Andrea, c'est une perle. Et donc, du coup, c'est super bien passé. Parce on était qu'entre amis. Tu vois, on n'était pas beaucoup. On était, je crois, une cinquantaine. Et on a fait la fête toute la nuit. C'était champagne. Et puis voilà, on s'est régalé. Ça t'a donné envie de te marier? Bonne question. Je sais pas, mais oui. Oui, en tout cas, ça donne envie de se marier, ouais. Quand tu vois ça, en fait, tu te dis, mais en fait, ça permet de réunir tout le monde, de faire la fête. C'est ça qui est trop bien. C'est en soi. Après, le mariage en lui-même, je suis peut-être pas un adepte de ça, mais il y a des gens pour qui c'est très important de se marier. Et je respecte aussi, tu vois. Ça t'a donné envie de devenir père à ton tour? Oui. De le voir dans sa paternité? Ah oui, clairement. Ah oui, être père, moi, j'adorerais, que ce soit un homme ou une femme, hein, un petit garçon, une petite fille, je veux dire. Ça serait magnifique et ça sera une ou un athlète de haut niveau, c'est sûr. Vous en parlez avec Meg? Franchement, on en parle sans en parler. On se fait des petites allusions des fois et tout. Mais aujourd'hui, si ça devait arriver, on laisserait faire, tu vois. Moi, je fais confiance à la vie. Quand c'est le moment, let's go. Tu vois, maintenant, franchement, j'apprécie tous les moments que je passe dans le moment présent. Et ça me fait plaisir parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver, d'accord? Mais j'essaie le moins possible de penser au négatif, tu vois, à mettre des trucs dans la tête négatifs, tout ça. Parce que avec ce que psychologiquement j'ai passé,
je veux plus tout ça, tu vois. Là, je kiffe. Même dans mon attitude, j'ai changé. Je suis beaucoup plus tranquille, beaucoup plus libre. Et ça fait plaisir, ouais. Vous avez un contraceptif? Ou alors vous advienne que pourra? Non, vienne que pourra. Ah, allez, c'est freestyle. Ah ouais? Mais ça veut dire que vous pouvez devenir parent du jour au lendemain. Eh oui, mais bien sûr. Mais à un moment donné, tu sais, quand t'en as envie, tu fais confiance à la vie. Mais Voilà. donc, Nico, on va certainement apprendre bientôt que t'es papa. Que tu vas être papa. À ce rythme-là. Attends, tu en as parlé? Non, tu en as parlé dans les backstage ou quoi? Mais non, mais c'est Non, pas mais si bien tu me dis sûr. que vous n'avez pas de contraceptif. Non, bien sûr. Elle a pas de stérilet. Non. Bon, non, non, non. elle prend pas la pilule. Non plus. Vous mettez pas de préservatif. Non plus. Et on est très coquins. Donc, Voilà, du coup, tu ça peut arriver. Attention. Alors attention, bon là c'est une discussion un petit peu intime, mais tu fais pas la technique de je sors avant. Eh oui, hein, mais des fois ça m'arrive de dire allez, oh, c'est bon, on y va, les deux pieds en avant. Let's go, on est bien, on est dans le coin. Donc en ayant conscience que potentiellement ça peut créer un enfant. Et ouais, je sais. Ouais, bien sûr. Mais je pense pas on le fait, franchement, on y va comme ça, tu vois. Je veux dire, tu sais, je suis prêt. Dans tous les cas, je suis prêt. Je suis prêt pour tout. Donc ça veut dire que si demain, elle te dit chérie, je suis enceinte, tu le prends comme une bonne nouvelle? Bien sûr. Ou tu le prends avec appréhension et tu veux discuter? Ben, tu sais, je pense qu'après, tu as toujours l'appréhension quand tu apprends que tes parents ou que tes papas ou quoi. Mais non, ça serait une bonne nouvelle. C'est une nouvelle de fou d'avoir un enfant. Maintenant, on se presse pas, tu vois. On fait les choses peut-être pas dans l'ordre ou quoi, mais je veux dire, on laisse la vie faire, tu vois. Et c'est là où ils décideront. Je me souviens, alors rien à voir, hein, je change de sujet, d'une story que j'avais vue passer il y a quelques années où tu partageais en terrasse un déjeuner avec une chanteuse humoriste qui s'appelle Camille Lelouch. Oui, oui, oui. J'avais vu ça passer sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tiens, Nico et Camille Lelouch, que se passe-t-il? Non, c'était, tu sais, avec Camille, on s'était rencontrés via Benji, parce que Benji, il la connaissait, donc on avait fait une journée bateau et tout, on avait grave rigolé. Et même elle m'a dit, mais je savais pas que tu étais drôle comme ça. Et je dis, mais oui, mais c'est normal, j'ai pas dit un seul mot dans les Marseillais. Donc du coup, on a commencé à rigoler et tout ça. Et franchement, c'est une très belle personne, Cam. Je suis très content pour elle qu'elle a eu sa petite. Et puis voilà, quoi, c'est ce qu'elle voulait, c'était son rêve. Donc bravo, bravo à elle, son homme. Et puis voilà. L'été dernier, j'avais partagé une interview Je t'aime, c'était le concept, ça s'appelait Je t'aime. Ouais. Ça permettait en gros aux personnalités que j'avais en face de moi de revenir sur les relations marquantes amoureuses qu'ils avaient eues, soit dans leur vie privée ou alors sur nos écrans de télévision. Ouais. Et j'avais reçu Qui? Emma Ketman. Ok, d'accord. Qui m'avait parlé de toi. Ok. Ah, mais je l'ai vu passer. Oui, 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 en me parlant d'une relation marquante, hein, ouais. quand même pour elle. Je me permets de te montrer un extrait Bien et sûr. tu m'expliques juste après. Et au bout d'un moment, dans l'émission, Nico, je m'étais attachée à lui, mais il a compris le truc des caméras et qu'il fallait faire du buzz. Et c'est pour ça, grosse désillusion, au moment où il commence à me tège de l'aventure. Bah, j'étais en mode, attends, mais en off, tu m'avais dit ça, et là... C'est-à-dire que toi, t'étais amoureuse? Ouais, à la fin, ouais. Parce que tu l'as mis dans tes relations marquantes. Tu le considères comme étant ta deuxième relation marquante. Attends, déjà, marquante pourquoi? Marquante parce que télé-réalité. Est-ce que c'était tout aussi marquant pour toi? Alors, ben, Emma, oui, ça m'a marqué parce que ça a été, on va dire, la première fille avec qui j'ai eu une histoire dans la télé. D'accord? Maintenant, je vais être très transparent. Oui. Même si elle dit il a compris l'histoire des caméras, du buzz, tout ça, non, je comprenais rien. Et justement, c'est bien pour ça que je suivais que mes impulsions. Et j'étais tellement naïf que, à un moment donné, quand je dois choisir tout ça et que je choisis pas Emma, c'est vraiment parce que je veux vraiment pas choisir Emma et que j'ai flashé sur c'était Léa. Et j'avais flashé sur Léa. Mais à cette époque, c'est réel, quoi, tu vois. Mais c'est comme dans la vie, tu sais. Des fois, tu vas être avec une personne et tu vas vivre des choses avec cette personne, mais tu vas pas être plus attaché que ça, peut-être, tu vois. Et d'un coup, il y a une autre personne qui te fout le déclic. Eh ben, c'était ce que j'avais ressenti, tu vois. Donc voilà, après, Emma, je la respecte parce que ça a été ma première histoire en télé aussi, tu vois. Donc voilà, mais
Mais Voilà. tu considères avec du recul que c'était quand même une vraie relation? Avec Emma? Oui. Mais pas du tout. Mais c'était pas une vraie relation avec Emma. On est resté ensemble 2 semaines. Toi, dans ta vie, dans le vrai, dans la réalité, tu restes 2 semaines avec quelqu'un, ça t'a marqué? Mais alors, est-ce que tu avais compris dans La Villa des Cœurs Brisés pourquoi ça l'avait tant fait souffrir Mais même pas. Mais même là, quand j'arrive dans la Villa des Cœurs Brisés, je me dis que elle allait un peu trop loin, tu vois. Alors je respecte. Je respecte. Peut-être que vraiment, c'est peut-être l'extérieur qui l'a impacté. Je pense pas que ce soit moi. Je pense que que c'est l'extérieur qui l'a marqué. C'était sa première télé aussi. Les gens autour, les caméras, les gens qui crient, qui parlent pendant la diffusion et tout. Donc je pense que c'est ça qui l'a plus marqué. Mais honnêtement, même avec Emma, tout ça, on n'a même pas couché ensemble. Tu vois? Donc pour moi, franchement, pour créer un vrai truc d'attachement et tout, il faut qu'il y ait quand même cette connexion animale. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu considères pas faire partie des ex toxiques d'Emma? Non, pas du tout. Parce qu'elle parle souvent de ses Absolument relations pas. avec ses ex qui ont pu Absolument être pas, faut toxiques. arrêter. Non, faut arrêter. Et comme certains internautes peuvent le dire sur les réseaux sociaux, peut-être que, peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais ton avis est intéressant. Est-ce que tu penses qu'Emma, elle n'a pas eu de chance et elle est tombée sur beaucoup de mecs toxiques? On se souvient de son dernier mariage dans MATP, etc. Ou alors, il y a certains qui disent que c'est peut-être elle qui est toxique dans le couple. Ça, je sais pas. Franchement, ou les deux, je sais va pas. savoir. Ouais, peut-être, parce que franchement, je l'ai même pas fréquenté après ou quoi, on s'est même pas parlé. Donc, je peux pas te dire. Après, peut-être que, du coup, de par sa notoriété, elle a attiré des hommes qui voulaient de sa notoriété. Donc, peut-être qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que ils essayaient de la manipuler et tout, et ça la faisait souffrir, parce que peut-être qu'elle s'attachait, elle, réellement. Parce que tu sais, après ça, je comprends aussi, parce que quand tu fais des expériences et télé et tout ça, tu vis tellement intensément les choses que tu peux tomber amoureux. Oui. Au bout d'un mois, tu vois. Puis c'est un petit cœur d'artichaut. Voilà, c'est ça. Elle est mignonne comme tout. Donc du coup, oui, elle a pu tomber sur des gens, sur des mecs mal intentionnés qui étaient là juste pour lui prendre un petit peu de fame ou pour être avec elle, justement, pour se faire monter. Et après, elle vit tout aussi très intensément. Oui, j'ai remarqué. C'est ça. Elle a une hypersensibilité affective, peut-être. Bien sûr. Bon, qui peut être intéressante aussi pour la télé-réalité, mais qui peut aussi avoir le revers de la médaille, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Et alors, il y a un blogueur qui s'appelle Aquababe, qu'on connaît tous, qui avait partagé une story Instagram dans laquelle il affirmait « Adixia et Nico Ferrero ont passé le week-end à l'hôtel Renaissance à Aix-en-Provence. » Oui, c'était vrai. C'était vrai? Ouais, c'était vrai. Qu'est-ce que vous aviez fait à Aix-en-Provence, tous les deux? Voilà, on voulait passer... On voulait... Qu'il est con, lui. Non, mais... Vous avez senti la lavande? Oui, bien sûr. On était à Aix-en-Provence. Non, tout simplement... tu sais, avec Adixia, bon, tu sais, j'en parle parce que c'est du passé en vrai. Oui. Maintenant, par rapport à Mégane, même on va en parler, mais je vais en parler vite fait. Oui, mais elle est intelligente, Mégane, elle sait oui, que c'est le passé. Exactement. Mais bon, j'ai tellement de respect pour elle et je veux tellement pas lui faire de mal et qu'elle croie à quelque chose que je vais y aller rapidos. Mais Adixia, ouais, on se tournait autour déjà pendant juste un an avant ou quoi, tu vois. Mais sans se tourner autour. Tu sais, c'est une énergie. Quand tu rentres dans une pièce et que tu sens qu'il y a une connexion avec une personne, mais tu dis rien. Tu sais, tu dis rien, tu fermes les yeux, tu dis, allez, c'est bon, c'est peut-être moi qui suis fou. Il y a une attirance sexuelle. Il y a une attirance. Une tension. Une tension, voilà, il y a une tension. Eh ben c'est ce que, en tout cas, je ressentais quand il y avait Adixia, tout ça, qui venait dans la pièce ou dans les événements ou quand on se croisait et tout. Petit regard coquin. Voilà, et puis un jour, on savait pas où c'était Aix, donc on n'avait jamais visité Aix, donc on a dit, hop, c'est bizarre, moi aussi je suis sur Aix. Attends, Adixia, elle n'avait jamais visité Aix? Non, je sais pas. Non, mais en tout cas, ouais, c'était une petite histoire. Et je l'aime beaucoup, Adixia. C'est une fille très sympa, qui vit aussi beaucoup de choses intensément, qui est très, très sensible aussi. Et puis voilà, que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui a duré combien de temps?
Ah, ça n'a pas duré très longtemps, c'était assez caché. Quelques honnêtement. semaines? Même pas, ouais, ça a duré quelques semaines. Je pense quelques semaines, mais je pense aussi la distance et tout, ça faisait qu'on pouvait pas continuer. Et vous l'aviez volontairement caché? Ouais. Après, tu me connais, je suis discret. Oui. Moi, hein. Donc voilà, puis moi, on n'était pas prêts tous les deux. Ouais, franchement. Et Mais puis après, elle a rencontré Simon. Ça a été une histoire d'amour magnifique que je respecte énormément. Donc, franchement. Mais est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a appelé l'autre, vu que c'était à distance, ou alors quand vous êtes vu, et qui a dit, bon, bah, eh ben, allez, on arrête? Alors, je vais te dire un truc. C'est bizarre, hein, parce que quand on s'appelle, on se dit, bah, écoute, bon, viens, on se dit les choses. On est à distance, c'est assez compliqué et tout, même si on s'adore, parce qu'on s'adorait vraiment. Hein, on s'appelait souvent, très souvent, dans la journée, plusieurs fois et tout. On a dit, mais c'est trop dur. Tu vois, c'est trop dur de trouver du temps, de trouver des sites, ça. Donc on a dit, bon, le mieux, c'est qu'on arrête, notre truc et tout, et puis voilà. T'en as pas souffert? Non. Elle non, non mais plus? c'était on va dire, une relation d'adulte. Voilà. Concernant les réseaux sociaux, tiens, vu que tu parlais de la discrétion, t'as dit, et dire que si un jour les réseaux s'arrêtent, on redevient tous anonymes, alors restons humbles. T'as Ouais. toujours eu, toi, cet état d'esprit de tout peut s'arrêter demain, ça sert à rien de prendre la grosse tête. Mais oui, carrément. Et c'est d'ailleurs très dangereux de se croire en haut du panier. Parce que si demain, vraiment, tout s'arrête, tu sais, je me suis déjà posé la question, si un jour, il n'y a plus Instagram, il n'y a plus TikTok, il n'y a plus tout ça et tout, et que je reviens à 0 abonné, combien de followers j'aurai? Maintenant que je ne suis plus en télé, tu vois, je me suis souvent posé cette question pour voir sur toutes ces personnes-là qui me suivent vraiment, parce qu'il y en a quand même qui dorment, tu vois, des abonnés dormants, tout ça. Donc, c'est des questions. Après, moi, je suis trop philosophe dans ma tête. Enfin, je vais trop profond dans les trucs. Et c'est là où je me suis dit, donc, c'est vrai que c'est grâce à cette communauté-là qu'aujourd'hui, ça me donne accès à certaines choses. Donc, je les remercie énormément. Mais d'un autre côté, même pour eux, même pour mes abonnés qui veulent peut-être développer leur réseau, tout ça, de toujours rester humble. Je prends toujours l'exemple de Jules. Jules, c'est le plus bel exemple qui puisse exister. Le mec, il remplit des stades de Vélodrome en 5 minutes, d'accord? Et il arrive, il est toujours en survêt et claquette. Alors, il y en a plein qui diront, on fait un effort. Non, parce qu'en fait, il reste le même. Et c'est ça que les gens aiment, c'est que tu restes le même. Que ça soit 5 millions d'abonnés, 10 millions, ou que tu reviennes à 50, tu es toujours resté la même personne. C'est vrai. Et je me permets juste de pousser la question pour la conclusion. Et si les réseaux sociaux n'existaient plus du tout? Il n'y a plus Instagram, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus TikTok, il n'y a plus Snapchat, il n'y a plus les réseaux sociaux. Eh ben, À quoi ressemblerait la vie? je pense qu'on reviendrait à des bases fondamentales. Fondamentales, ouais. Et je pense qu'il y aurait il y aurait beaucoup moins déjà de gens aigris, parce que déjà les téléphones, ça rend aigris les gens. C'est vrai. Tu vois, ça tue des couples, ça tue ta connexion avec tes enfants. La par confiance exemple. en soi, ça tue la connexion avec soi-même. Avec soi-même, parce que tu es plongé dans un truc. Et moi, je le sens. Des fois, de temps en temps, je suis là et je regarde et on me parle et je suis tellement dans mon truc. Et hop, allez, j'arrête. Je me reconnecte un petit peu parce que d'un coup, tu vas penser à « Ah putain, j'ai vu cette vidéo. Attends, comment il s'appelle ?» Tu vas regarder tout le temps ton téléphone. Et je pense que les gens retourneraient à une autre humanité qu'on avait avant, tu vois, dans les années 90. C'était de la Une bombe. proximité, un Voilà, peu plus une peut-être proximité. de quartier, de ville. Exactement. On ne sait même pas qui sont nos voisins de nos jours. Eh oui, non, c'est vrai. On ne sait même pas qui sont les personnes qui vivent dans notre rue, alors qu'on pourrait. C'est quand même... c'est vrai. Mais en vrai, c'est notre secteur, quoi. C'est là où on évolue, c'est là et on ne connaît pas. Tu sais que je me suis jamais fait cette réflexion, mais tu as raison. Tu as raison. C'est dingue. Et puis, ça crée un ego, je trouve, ces réseaux sociaux, où les gens, en fait... comment t'expliquer? Moi, parfois, je le ressens dans la vie et tout. Alors, il y a des gens qui sont plus expressifs que d'autres, tu vois. Mais des fois, quand je m'assois dans une terrasse ou quoi, je sens un regard
qu'on me juge, mais d'une force. Maintenant je comprends, donc des fois je fais ça va, tu vas bien? Et du coup, ah, il y a un sourire qui se dégage. Mais tu sais, c'est. Je sais pas, c'est un truc bizarre. Nico, c'était sympathique comme tout de papoter avec Ouais. toi. À nouveau, on a papoté de tout. C'est vrai que t'as un petit côté philo, hein, philosophe. hein. Ouais. T'aimes bien ça? Ouais, Ouais. j'adore. Ah ouais, ça se voit. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, tiens, après avoir s'être posé C'est la ça. question de que se passerait-il si les réseaux n'existaient plus? Eh bien, que se passe-t-il si vous vous rendez sur les réseaux de Nico Ferrero? Son compte Instagram, c'est Nico-Ferrero-23. Son compte TikTok, c'est Nico-Ferrero-23. Voilà, un vrai plaisir. Mais comme à Moi chaque aussi. fois, en vrai. hein. Ouais, moi aussi. Franchement, je me suis régalé. C'est un bel échange qu'on a eu. Oui. Et ouais, je me suis senti bien. Peut-être même la meilleure interview qu'on ait faite. Ouais. Tous les deux. Ouais. Oui, Je je suis trouve. d'accord. Voilà. Dans l'énergie. Ouais. Merci beaucoup, Nico. Merci à toi, Merci à vous de Moussa. nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.